C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, ce soir, des marchés qui sont toujours dans une logique de consolidation. Une consolidation d'ailleurs un peu plus appuyée sur le CAC 40 parisien aujourd'hui, avec des dégagements visibles, significatifs sur le segment du luxe qui est évidemment le moteur poids lourd du CAC 40 depuis des mois maintenant et qui se renverse contre le marché parisien aujourd'hui. On voit des baisses effectivement assez marquées de 4, 5, 6% pour les valeurs stars du luxe mondial, LVMH, Hermès et les autres. L'ensemble du secteur du luxe détruit aujourd'hui une trentaine de milliards de dollars de capitalisation boursière, partant de niveaux records en termes de prix. Les titres LVMH ou encore Hermès, emblématiques du secteur, étaient sur des niveaux records il y a encore quelques heures ou quelques jours à peine. Des dégagements qui sont peut-être justifiés par la poursuite de la remontée des taux. On le voit sur toute la partie de la courbe américaine notamment. On était tombé à 3,80 sur le 2 ans américain il y a quelques semaines, au début du mois de mai. On se retrouve à 4,40 aujourd'hui et on voit sur les taux longs, là aussi, une légère tension qui peut réapparaître avec un 10 ans allemand à 2,50 et un 10 ans américain autour de 3,75 au moment où on se parle, ce qui peut faire souffrir effectivement les valorisations des segments dits de croissance. Et puis certains analystes qui commencent à prendre leur distance par rapport au secteur du luxe, que ce soit chez Morgan Stanley ou chez Deutsche Bank. Les analystes de ces deux banques d'investissement estiment qu'il faut désormais être plus sélectif sur ce secteur du luxe qui pourrait souffrir d'ailleurs peut-être d'une petite dégradation sur le marché américain spécifiquement, dans un contexte où l'économie américaine et l'économie européenne continuent de fonctionner à double régime. Un régime presque récessionniste, pourrait-on dire, pour la partie industrielle, manufacturière. On l'a vu encore avec les indices PMI qui ont été livrés ce matin pour le mois de mai. Les indices PMI manufacturiers, au mieux, sont toujours sous la ligne de flottaison, voire continuent de s'enfoncer. Quant à la partie service, elle fait mieux que tenir dans certains cas. Elle réaccélère même, on a pu le voir aux États-Unis ou en Allemagne. En Allemagne, l'écart entre les PMI services et manufacturiers atteint un niveau de 15 points, ce qui est assez spectaculaire. Et au global, le rythme de l'activité dans le secteur privé, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, reste quand même sur un niveau tout à fait décent, avec un PMI composite global en zone euro pour le mois de mai à plus de 53, donc au-delà du seuil d'expansion d'activité. Nous reviendrons évidemment sur la situation macro du moment, la pause de la Fed bien sûr, la question du plafond de la dette qui fixe à court terme l'humeur des investisseurs, et puis ce sera d'ailleurs l'objet de notre quart d'heure américain un peu décalé cette semaine. Nous retrouverons ce soir Pierre-Yves Dugas en direct à 17h45, notre correspondant américain, pour plonger à nouveau dans ce sujet du plafond de la dette, avec des négociations toujours en cours à Washington. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés de marché, comme chaque soir pour ouvrir l'émission à 17h en direct avec vous, Alix Nguyen, et des marchés européens qui accusent un peu le coup aujourd'hui. Et oui, l'indice PMI provisoire pour le mois de mai en zone euro, publié par l'agence S&P Global, a ralenti plus que prévu et il est mal digéré. Il est tombé à 53,3 du fait, pour l'essentiel, de la composante manufacturière très dégradée. Celle des services recule aussi. Autre facteur contribuant à une certaine mollesse sur les marchés aujourd'hui, les négociations sur le plafond de la dette américaine patinent. Une nouvelle réunion entre démocrates et républicains est prévue dans la journée. En attendant, l'inquiétude s'observe sur le rendement des emprunts américains à un mois. Il a touché un niveau historique à 5,88%. Sensible aux fluctuations sur les taux d'intérêt, Apple recule, Meta Platforms regagne légèrement du terrain. Toujours aux États-Unis, Tesla a mis en vente sur son site internet au Canada des modèles 3 et modèle Y produits en Chine. Ce sont les premiers véhicules du constructeur en provenance de l'usine de Shanghai, expédiés vers l'Amérique du Nord. Zoom Video Communication plonge après avoir relevé ses
prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, malgré un ralentissement de la croissance et des dépenses des entreprises. Comme autre facteur déterminant pour les marchés aujourd'hui, on remarque aussi que les tensions entre la Chine, les États-Unis et le Japon pèsent sur le luxe. Elles prennent notamment forme sur le secteur des semi-conducteurs. Les bourses chinoises étaient en baisse ce matin, ce qui a fait reculer d'autres valeurs liées à la Chine. À Paris, Hermès recule nettement, LVMH et Kering aussi. À noter également que le titre de Vivendi chute. Vincent Bolloré a vendu un peu plus d'1,5 million d'actions du groupe via la compagnie de Cornouailles, selon des déclarations à l'AMF. Enfin, un mot des situations spéciales du moment à Paris, notamment avec la suspension de l'action Casino à la demande du groupe. Oui, il s'était donné jusqu'à 17h pour lancer avec ses créanciers une éventuelle procédure de conciliation. Pour rappel, la maison mère de Casino, Rallye, annonçait hier soir l'obtention de l'ouverture d'une procédure de conciliation avec ses créanciers auprès du tribunal de commerce de Paris. Cela fait suite à une première procédure à l'amiable lancée en avril et qui n'a pas abouti. Et puis, dans le reste de l'actualité, Patrick Drahi possède désormais un quart de l'opérateur anglais BT. Il assure toujours via son véhicule Altis UK qu'une OPA n'est pas d'actualité. British Telecom vient d'annoncer un vaste plan de suppression d'emplois. Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé de la séance, les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen en direct à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Chéniaud est avec nous en plateau, le directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Alain Dubrul de nous accompagner également. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de Claresco. Merci à Hervé Gouletker d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Vous êtes conseiller économique d'Accuracy. Un petit mot de la macro avec notamment les enquêtes d'activité pour le mois de mai réalisées auprès des directeurs d'achat, des enquêtes mensuelles très suivies par les marchés qui permettent peut-être d'y voir un peu plus clair, ça n'est pas certain, sur cette dichotomie spectaculaire quand même entre le monde des services et le monde de l'industrie ou le monde manufacturier. On voit un écart grandissant dans certains pays, c'est 15 points d'écart entre ces indices en Allemagne par exemple. L'écart grandit également aux États-Unis avec une partie service qui fait mieux que tenir, qui réaccélère dans certains cas, et une partie manufacturière qui au mieux reste sous la ligne de flottaison, voire continue de s'enfoncer. Hervé, que révèle cette situation à ce stade ? Est-ce qu'on se réjouit de voir les services aussi bien tenir, ou est-ce qu'on s'inquiète de voir le manufacturier être de manière persistante à ces niveaux de faiblesse ? Oui, les enquêtes PMI, c'était un peu un phare en matière de tempo de la conjoncture, comme ça tombait tôt dans le mois. Bon, voilà, c'était les nouvelles fraîches sur le profil conjoncturel, et on aimait bien ça. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de paradoxes dans les chiffres. Alors celui que vous avez noté, c'est l'écart entre services et manufacturier. Si on essaie de faire des moyennes, habituellement c'est assez proche, quoi. Avoir 1 ou 2 points d'écart en moyenne, c'est normal. Lorsqu'il y a des moments d'inflexion cyclique, l'écart s'accroît, mais c'est vrai que 15 points, vous l'avez rappelé, sur l'Allemagne, 12 sur la zone euro, c'est très bizarre. Qui doit-on croire ? Alors, si on cherche un message de nature plus conjoncturelle, donc vraiment repérer les mouvements du cycle, le manufacturier serait sans doute plus à suivre. Et dans ce cas-là, le message est un peu moyen. Et je pense que ce qui donne du crédit à l'idée que le message du manufacturier est porteur de sens, c'est que dans toutes les retournements d'activité qu'on a connus ces longues dernières décennies, c'était plutôt un choc. Alors, un secteur de l'immobilier, secteur financier, la santé publique. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui, en apparence, en oubliant ce qu'il y a derrière, est plus cyclique. On a accélération des prix, on a remontée des taux d'intérêt, et donc, finalement, que l'activité finisse par relâcher. Dans ce contexte-là, c'est un peu normal. Donc, le message du manufacturier paraît cohérent avec le schéma classique, voilà, le schéma qu'on a en tête. Par contre, du côté des services, c'est vrai que ça devrait commencer à flancher aussi, et ça ne flanche pas. Alors,
il y a plusieurs explications. Celle qui rassure le plus, c'est de se dire, bon, finalement, les services avaient énormément souffert pendant la crise de la Covid. Il y a encore des mécanismes de rattrapage. Et donc, oui, on a un décalage. C'est un mélange de structurel d'un côté, de conjoncturel de l'autre. Il faut l'accepter. Et puis, on peut dire aussi deux autres choses plus embêtantes et qui font perdre un peu le sens de ce qui se passe. La première, c'est que, on le sait tous, la qualité des statistiques aujourd'hui est moins bonne, simplement parce qu'il y a moins de gens qui répondent. Ça se voit un peu partout et c'est un problème. Et donc, on ne sait pas quoi faire. Et le deuxième point, et ça on l'a déjà repéré, c'est que cet indice PMI qu'on aime tant sur les marchés, en fait, sa relation avec la croissance économique, alors que l'on qualifie habituellement au travers de l'évolution du produit intérieur, cette relation est devenue plus lâche, tout au moins différente sur la période récente de ce qu'on observait auparavant. Donc oui, là où on voulait avoir un repérage facile de ce qui se passe, aujourd'hui on ne l'a pas. On se perd un peu en conjecture, mais en n'oubliant pas qu'on est dans un monde tout plein d'incertitudes partout et finalement la difficulté à décrypter le message envoyé par les PMI, eh bien voilà, ça participe de cette incertitude. Vincent, on peut discuter à l'infini effectivement de la fiabilité des enquêtes en 2023, du niveau de corrélation entre les données soft et les données dures réalisées. La dynamique, quand même, en faveur des services reste spectaculaire, quel que soit le niveau d'activité qu'on a dans l'économie des services, et notamment aux États-Unis. Je voudrais qu'on mette ça en relation avec la pause signalée par la Réserve fédérale américaine. Quand on voit le niveau d'activité encore dans les services, même une amélioration, alors peut-être partant de points très très bas dans l'activité de construction. Également, le moral des promoteurs remonte. On voit quand même que la distribution de mortgage n'est pas non plus complètement gelée. Il y a encore de l'activité, de la dynamique, y compris dans le secteur immobilier et le secteur de la construction aux États-Unis. Est-ce que la pause est réelle, sérieuse, ou est-ce que c'est une pause fragile pour la Réserve fédérale américaine ? Oui, ce sont des chiffres assez étonnants, cette dichotomie. Alors, je dirais d'abord que les services pèsent plus que le secteur manufacturier dans nos économies. Mais c'est vrai que le secteur manufacturier est plutôt un certain leadership. C'est-à-dire que quand les entreprises manufacturières sont dans des temps difficiles, elles commencent à couper les services et avec retard, on voit un affaiblissement des services. Alors c'est vrai que le consommateur, lui, tient très bien et donc on a ces effets de queue de comète sur l'après-Covid avec l'épargne excédentaire qui est dépensée. Donc ça tient bien, mais quand même, je dirais que le message, c'est qu'on a eu une économie qui, cette année, jusqu'à présent, a plutôt très bien résisté, plutôt mieux que prévu, globalement, et c'est vrai également pour l'Europe. On voit quand même des signes d'affaiblissement. Si vous regardez les indices de surprise économique en particulier, aux États-Unis, on revient vers zéro, on était monté sur des niveaux assez élevés. En Europe, on est passé en négatif. En Chine, on voit qu'après le rebond spectaculaire post-réouverture de l'économie, ça commence à s'essouffler. Donc le message, quand même, globalement, est celui d'une économie qui commence à ralentir. Et on peut supposer qu'avec le resserrement des conditions de crédit, ce ralentissement va se poursuivre. Donc la question, c'est à quel niveau, à quel degré connaîtra-t-on une récession ? Nous pensons qu'on connaîtra une récession modeste, modérée aux États-Unis. En Europe, on pourrait y échapper, mais quand même, les risques sont à la baisse. Sur l'immobilier américain, c'est vrai que le moral des constructeurs s'est repris. Mais bon, on n'a pas fait tout le chemin inverse, il reste relativement bas. Oui. Les taux immobiliers, les taux mortgage sont encore très élevés. Donc on peut quand même penser que ce secteur va rester sous pression. Et d'ailleurs, c'est un secteur qui, sur le marché des actions, reste à la traîne. À partir de quel moment le ralentissement économique sera suffisant aux États-Unis pour rendre tout le monde confortable avec l'idée que l'inflation reviendra, entre 2 et 3% à horizon visible ? C'est une question de mois ? C'est une question de trimestre encore, peut-être, Vincent ? Quelle est la capacité de résistance, là encore, du consommateur, de la demande finale privée aux États-Unis, qui tient encore à ce stade ?
Non, la Fed est dans une position très difficile puisqu'on sait que le cycle d'inflation est retardé par rapport au cycle de croissance et donc il faut que l'économie ralentisse encore davantage pour que l'inflation baisse. Donc, quelle sera la patience de la Fed ? C'est sûr qu'il y a des interrogations sur la fin de ce cycle de hausse des taux. Nous, on pense que c'est terminé, mais c'est sûr que on n'est pas certain de ça. Quand vous regardez les enquêtes auprès des consommateurs, par exemple, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, les anticipations long terme sur l'inflation ont augmenté très fortement lors de la dernière enquête. C'est le type de choses qui ne va pas rassurer les banques centrales. Alors, ce n'est pas le seul indicateur qu'ils regardent. Ils regardent également les prévisions des professionnels, les entreprises, les points morts d'inflation sur le marché. Donc, il y a vraiment une batterie d'indicateurs. Mais c'est le type d'élément qui peut les inquiéter sur la persistance de cette inflation dans la mesure où elle commence plutôt à être ancrée dans les mentalités. La pause de la Fed, telle que signalée lors de la précédente réunion par Jérôme Powell, c'est équivalent à la fin des hausses de taux ou pas forcément, Alain ? Nous, on pense qu'on est très proche de la fin des hausses de taux. Très proche. Oui, très proche. Oui, non, mais... Enfin, d'ici l'été, c'est fini, il n'y aura plus de hausse de taux. D'accord. En revanche... On n'y est pas forcément tout de suite aujourd'hui. Si, non, les hausses de taux, pour nous, c'est presque fini. À partir de cet été, c'est terminé. D'accord. En revanche, la contrepartie, c'était peut-être que le début des baisses de taux n'est pas forcément pour tout de suite. Ouais. Par rapport à tout ce qui a été dit, en fait, le problème de toutes ces enquêtes, c'est quand même beaucoup de sentiments qui est quand même très, très aujourd'hui influencé par une conjoncture qui, en apparence, reste assez bonne. On l'a souligné, il y a des effets rattrapage post-Covid. C'est vrai que dans les services, on n'est pas encore au niveau pré-Covid, même dans le tourisme, dans le transport aérien. On s'en rapproche à grande vitesse, mais on n'y est pas encore tout à fait. Aux États-Unis, les créations d'emplois continuent, mais si on regarde de près, elles continuent dans les secteurs qui n'ont pas encore rattrapé le Covid. Alors, dans les secteurs qui sont déjà au niveau du Covid, ça commence à plafonner un petit peu. Et puis, sur l'inflation, effectivement... il y a une inflation qui est embarquée, sous-jacente, notamment dans les salaires, qui va mettre du temps à s'arrêter. Mais pour autant, aux États-Unis, je pense qu'on pourrait retrouver des niveaux d'inflation pas loin de 3 dès cet été. Ce qui veut dire que si l'inflation se calme, après il y a la question de la croissance, mais si l'inflation se calme, ça laisse de la marge côté taux. Et puis, le deuxième point, c'est de dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises que je rencontre, elles sont encore assez contentes à très court terme. Mais le paradoxe, c'est qu'elles disent oui, j'exécute mon carnet de commandes, par exemple dans la construction, dans les chantiers, c'est plus facile, les livraisons sont là, les entreprises sont un petit peu moins débordées qu'avant, donc elles délivrent. On a des publications de chiffre d'affaires très bonnes. Quand Beneteau nous fait plus 50 au premier trimestre, c'est aussi parce qu'il y a certains bateaux, on a pu mettre les trucs qui manquaient et les livrer. Donc ça donne une impression de bonne activité, les recettes rentrent, la TVA est là, mais les carnets de commandes, eux, ça c'est plus dans l'industrie, dans les services, ils sont moins bons. La dynamique de prise de commande quand même ralentit. Pas forcément chez Beneteau, mais dans la construction c'est évident. Ouais. Donc la construction c'est typiquement le secteur où il y a une dichotomie incroyable entre l'activité spot, qui est très bonne, et le deuxième semestre qui sera certainement mauvais. Et donc du coup dans l'esprit des consommateurs, aujourd'hui c'est encore la fête. La récession ils l'ont pas encore vue. Et pourtant ça va ralentir. Donc à partir de là, le risque c'est effectivement que le marché aujourd'hui voit déjà que les taux, c'est fini, mais que le ralentissement, sera-t-il brutal ou non ? Là où j'aurais tendance à être malgré tout optimiste, c'est que si le ralentissement s'avère un peu plus brutal que prévu, et je dirais même, ralentissement, on devrait déjà être en ralentissement, et pour l'instant, on ne l'est pas. Donc du coup, le jour où on va commencer à le voir, il y aura peut-être une marche un peu plus forte, même si, in fine, ce n'est pas un énorme ralentissement. Rappelons aujourd'hui que, moi je suis stupéfait de voir qu'au niveau du PIB, en Europe comme aux États-Unis, on attend à peu près 1% sur l'année. Si c'est ça, c'est pas la fin du monde, objectivement. Mais j'ai du mal à y croire. Alors maintenant, si ça se détériore, on a quand même une réserve pour les marchés qui est le put Fed. C'est-à-dire que si l'activité se détériore plus rapidement que certains le craignent aujourd'hui, eh bien les banques centrales, elles, pourront dégainer comme elles l'ont toujours fait. Et à ce moment-là, quelque part, ça pourrait atténuer la pilule. Quel que soit le niveau d'inflation ? Je suis assez constructif sur l'inflation, surtout si ça... Ah, je comprends. Enfin, Hervé. Moi, si on veut regarder au cœur de la formation des coûts et des prix, il y a ce qu'on appelle les coûts salariaux unitaires. Donc vous prenez l'évolution des salaires, vous retranchez celle de la productivité. Et la bizarrerie du moment, une fois encore, on est face à des mécanismes que l'on ne comprend pas bien, mais on observe une panne de la productivité du travail. Et quand vous regardez aujourd'hui
la relation entre l'évolution des coûts salariaux unitaires et l'évolution du noyau dur des prix à la consommation. Vous avez enlevé l'énergie, les produits alimentaires. Aujourd'hui, vous comprenez très bien ce qui se passe sur les noyaux durs qui sont à 6% à peu près de part et d'autre de l'océan. Et donc, la question que vous vous posez, c'est si on garde des marchés de l'emploi tendus, et pour le moment, on a envie de dire qu'ils vont rester tendus, et si on continue de traîner cette panne de la productivité, eh ben, vous avez une constitution de coûts salariaux unitaires qui n'est pas bonne du tout. Alors après, le choix, c'est soit vous voulez de la désinflation, et dans ce cas-là, c'est les profits unitaires qui vont prendre cela, c'est-à-dire qu'ils vont baisser. L'encaisser, ouais. Soit vous acceptez l'idée que vos coûts salariaux unitaires vont continuer à être élevés, que les prix ne vont pas ralentir autant que le marché ne le dit aujourd'hui. En fait, avec une productivité faible, si tant est qu'elle reste durablement faible. Et là, je crois qu'on ne sait pas répondre à cette question-là. Mais dans ce cas-là, vous avez quelque chose qui ressemble de façon un peu furieuse à ce qu'on a appelé il y a très longtemps la stagflation. Ouais. Parce que la productivité, eh bien, c'est une des composantes de la croissance avec l'emploi. On dit que l'emploi ralentit, mais emploi qui ralentit, productivité patraque, ça ne fait pas beaucoup de croissance. Par contre, ça nous fera une inflation qui est toujours forte. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le marché a un regard très cyclique en se disant, voilà, on a eu de l'inflation, on a des taux d'intérêt qui ont monté, l'activité va baisser. Étape suivante, l'inflation va ralentir. Donc, les banques centrales vont être plus sympas. Schéma classique. Ce qu'on ne va pas avoir du côté de l'activité, on l'aura dans l'actualisation de la croissance avec des taux d'intérêt plus bas. Et finalement, je m'en sors. Mais peut-être que ça ne sera pas comme ça et qu'on s'en sortira plus difficilement. Non, pour moi, il y a quand même encore une dissonance dans le marché. C'est-à-dire que le marché de taux anticipe des baisses assez rapides de taux de la Fed, quand le marché d'actions, lui, anticipe qu'on a plutôt vu le point bas sur les earnings, et donc on n'aura pas de ralentissement sévère. Ces anticipations, ce consensus sur les earnings nous dit que, on n'a pas de récession, et pas de récession sévère du tout, et ou deux, les entreprises gardent une capacité à fixer les prix. Et donc, c'est le fameux greedflation, c'est-à-dire que les entreprises ont utilisé cet environnement inflationniste pour monter les prix et protéger leurs marges, voire gonfler leurs marges. Donc, pour moi, il y a une dissonance entre cette baisse rapide de la Fed, qui impliquerait soit un fort ralentissement, soit une baisse brutale de l'inflation, et de l'autre côté, des anticipations sur les earnings qui sont relativement optimistes. Donc, il y a quand même une dissonance. Les marchés d'actions, au total, se portent plutôt bien, même si on a une correction aujourd'hui. C'est vrai que les marchés d'actions ont été soutenus par une période trimestrielle des résultats qui a été excellente, avec des résultats nettement supérieurs aux anticipations. Donc ça a soutenu le marché. Mais pour moi, on a quand même une forme de dissonance qui devra être résolue. Et a priori par une correction à la baisse des actions. Même si au sein de ce marché actions et de ces indices actions, là aussi il y a deux mondes. C'est-à-dire qu'il y a le S&P 005 et le S&P 495. Il y a les GAFAM, les méga cap et des indices small cap qui sont encore largement 20% en dessous de leur sommet précédent. Enfin, il y a toute une partie de la cote qui est déjà noyée, j'allais dire, dans l'idée de la récession. Alors on le voit pas parce que dans les indices, les plus gros poids, luxe, tech, américaine, emportent tout en mode rouleau compresseur. Mais dès qu'on regarde, il n'y a pas besoin de regarder très finement non plus les choses, on voit bien qu'il y a toute une partie du marché qui intègre déjà, alors peut-être comme le marché obligataire, des temps beaucoup plus difficiles. Absolument. C'est pas le monde des bisounours, le marché actions non plus. C'est vrai. La profondeur dans le rallye des actions cette année est très limitée, notamment, vous le mentionnez, aux États-Unis. Si vous regardez le S&P, on doit être en hausse d'environ 9% depuis le début de l'année. Mais si vous regardez... Équipondéré, c'est très très négatif. Non, on est très marginalement positif. D'accord. Donc, mais il y a un écart très important, effectivement, de 8-9 points. Donc ça dit bien que ces gains des actions ont été très concentrés. Si vous regardez les marchés européens depuis 3 mois, disons depuis début mars, donc avant la crise SVB, c'est vrai que les secteurs cycliques sont plutôt à la traîne. Ressources basiques,
immobilier, bien entendu, mais également les banques, l'énergie, tout ça, ce sont les sous-performeurs et ce sont des secteurs plutôt cycliques. Donc il y a quand même, sous la surface, des inquiétudes sur le cycle, mais il n'empêche que dans son ensemble, il me semble quand même qu'il y a une certaine dissonance entre les taux et les actions. Mais ça veut dire que si les marchés actions doivent quand même corriger un peu, comme vous dites, ça passe par une baisse de ces méga caps, de ces blue chip américaines qu'on connaît tous, ou du luxe à Paris, qui d'ailleurs baisse aujourd'hui de manière un peu significative. C'est ces boîtes-là, ces compartiments-là qui doivent baisser. On peut penser que l'euphorie sur ces secteurs, notamment sur le luxe, sur la tech qui est sensible au taux, je me prononcerai moins vite. Ben oui. Mais il y a aussi probablement de la place pour que le cyclique baisse davantage. C'est-à-dire qu'elles ont souffert, mais en relatif. Mais il y a probablement encore de la place pour que les inquiétudes cycliques augmentent. Comment vous regardez ce marché action à deux vitesses? Alors le fait du jour, c'est effectivement la baisse du luxe, partant de niveau de prix record. Enfin, je veux dire, on ne va pas s'alarmer pour LVMH et Hermès aujourd'hui. Parce que du luxe, mais il bien qu'il y a des prises de profit de temps en temps. Alors voilà. Parce que là, on a eu une hausse incroyable. Même si les multiples en absolu ne sont pas indécents. Enfin, Hermès, si, mais ça l'a toujours été. Mais je dirais LVMH, on est à 25-26 fois les résultats. Oui, mais ils sont moins élevés que les précédents records de l'action. Voilà. On ne peut pas dire aujourd'hui LVMH soit particulièrement cher, si vous voulez. Alors maintenant, comme on l'a souligné, c'est vrai que la cote, il y a beaucoup d'écarts. Il y a des sociétés, pour être très très grossier, on va dire les sociétés de qualité, tech, luxe, où on sait que ça avance quoi qu'il arrive, et qui sont à 25 fois les résultats. Et vous avez des sociétés plus cycliques, plus incertaines, qui n'ont pas forcément du pricing power, qui, si ça ralentit, vont devoir baisser leur prix pour tenir leur volume, etc., et qui sont à 10 fois les résultats. Et puis, dans le monde des small mid-cap, on a des boîtes de grande qualité qui sont à 10 fois les résultats parce qu'il n'y a pas de flux, pas de volume, pas de ceci, pas de ça. Donc, les valorisations du marché en tant que tel, 13 fois les résultats 2023 en Europe, 18 fois aux États-Unis, en soi, c'est une forme de protection parce qu'on n'est pas dans une bulle, au moins en termes de multiples. Maintenant, en termes de valorisation ou de dynamique, c'est vrai que le luxe, on pourrait avoir un petit ralentissement d'activité qui pourrait peser sur les cours de bourse. Mais fondamentalement, ça reste un secteur de croissance où il y a du pricing power. Et le schéma où on a une économie qui ralentit avec des taux d'intérêt qui se calment, entre guillemets, ça devrait favoriser les valeurs, soit les valeurs dites de croissance ou qui ont la capacité de garder leur marge, dont les résultats ne souffriront pas trop, et qui bénéficieront, boursièrement parlant, d'une hausse des multiples. Donc la tech, oui. Le luxe, oui. Après, il y a des grandes tendances qui ne vont pas forcément changer, qu'il y ait une récession ou pas. C'est cette tendance à la premiumisation des comportements qu'on voit avec le luxe. Et puis la tech, c'est aussi un moment où on a mis du temps à mettre en place tout ce qu'on appelle l'infrastructure cloud, l'IA, etc. Et là, on arrive à une phase où tout ce qui est intelligence artificielle va commencer à avoir des effets peut-être plus tangibles sur la performance de l'entreprise. Et c'est aussi avec ce genre de choses que les questions de productivité pourraient s'améliorer. Alors peut-être en détruisant des emplois, mais sur votre point sur la productivité, qu'est-ce qu'on a? On a du mal à trouver des gens pour travailler en ce moment. Donc, il faut aller les chercher. On va chercher des gens peut-être moins en forme, plus âgés, moins motivés, parce qu'il faut quand même les faire travailler. Donc, ce n'est pas illogique que quand le marché de l'emploi est très tendu, on est moins regardant sur la énième personne qu'on recrute, et donc sa motivation, sa capacité à travailler, elle peut démissionner du jour au lendemain. On comprend bien pourquoi, dans une économie un petit peu sous tension, la productivité marginale du travail est moins bonne. C'est un peu logique. Donc si les choses se calment, la France, historiquement, a été connue pour avoir une bonne productivité du travail, puisqu'on a des charges sociales extrêmement élevées. Donc tout le monde s'en plaint, mais au moins la productivité du travail en France est bonne, parce que le travail est très cher, et pour cause. Donc la productivité du travail, c'est quelque chose qui peut s'améliorer si l'activité ralentit. Et puis, il y a toutes ces nouvelles technologies qui vont arriver. Alors, certains le voient comme un drame social, parce que ça va libérer des bras, créer du chômage, mais en même temps, libérer des bras, ça peut aussi permettre de faire d'autres choses. Donc, c'est pas on soigne. Donc, technologie, oui. Les secteurs de croissance ou défensifs, je pense, devraient s'en tirer. En revanche, oui, les secteurs plus cycliques qui n'ont pas de pricing power, ou alors il va falloir baisser les prix pour garder les volumes, par exemple l'automobile. Ça peut encore baisser. Je sais pas, le PE Stellantis, il a quoi, 3 ? Ça peut encore dérater plus que ça? Le PE, peut-être pas, mais en tout cas, l'activité ou les baisses de prix, les marges, oui, peuvent être sous pression dans des secteurs comme celui-là, oui.
Bon, la dynamique de marché, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, c'est vrai qu'il y a dans les marchés globaux des messages assez différents, les messages des marchés actions, messages de la courbe des taux, les matières premières aussi. On note quand même la surperformance des métaux précieux par rapport à l'énergie, par rapport aux métaux industriels. Alors, ça peut corriger un peu sur quelques jours. Effectivement, là, on voit le pétrole qui repart un peu aujourd'hui, mais en tout cas, force est de constater qu'il y a des messages qui ne sont pas très macro-positifs sur certains marchés. Ouais. Moi, j'aurais envie de dire, les marchés, alors c'est vrai qu'on peut dire les niveaux de taux d'intérêt ont un peu baissé, les indices, les grands indices actions ont bien performé depuis le début de l'année. C'est bien. Mais quand on entre dans plus de détails, on a quand même notre inversion de la courbe des taux. Elle est encore là. Et donc, c'est quand même un message. Du côté des actions, on a parlé des Equal Weighted Index. On voit bien tout de même qu'il nous envoie un message de fragilité et il faut savoir l'entendre. Et puis, quand on voit le profil des styles value contre les styles growth, on voit bien que la préférence donnée au style growth par rapport au style value, quand on est en train de flirter avec la récession, ça s'estompe. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même des messages aujourd'hui du côté du marché des capitaux. Alors là encore, c'est comme du côté de la conjoncture. Les messages tirent un peu à U et à dia, mais il y a des messages qu'il faut suivre aussi, parce que moi, une fois que j'ai dit tout ça, ces éléments techniques qui me font dire, tiens, il y a des petits drapeaux que l'on agite et qu'il faut entendre, ou qu'il faut regarder plutôt. Mais en fait, moi, ce qui me gêne le plus, c'est les anticipations de marché. Dire sur la croissance économique, en gros, ce qu'on nous dit, c'est croissance zéro entre maintenant et la fin de l'année. 0 moins aux États-Unis, 0 plus. Mais en fait, dans un environnement compliqué, pas qu'au niveau économique, au niveau géopolitique, voire dans un certain nombre de pays importants au niveau de la politique intérieure, comme c'est fragile, ça peut basculer. Et donc, faisons attention qu'on n'ait pas des révisions. Ce que Vincent disait sur les indices de surprise montre bien qu'on peut avoir des révisions. Donc, la croissance, on n'est pas sûr. L'inflation, je pense qu'il y a un optimisme trop fort sur un ralentissement à venir vite. Sur le calendrier de ce ralentissement, moi, je dirais ça sera plus lent que ce qu'on dit. Et l'atterrissage se fera à quel niveau? On n'en a aucune idée. On dit autour de 3. Un peu par des... Parce que ça rassure. Voilà. En fait, on sait pas bien. Donc, tout ce qu'on dit derrière sur les banques centrales, en disant « ouf, ça y est », alors, on voit bien qui est-ce qui influence l'autre? Ce sont les marchés qui influencent les banquiers centraux qui influencent les marchés. Il y a un peu de part et d'autre, mais tout ça ne me semble pas très assuré. Moi, je ne parierais pas sur le fait qu'on est tout proche du plafond des taux courts avec ce que je dis sur les prix. Donc, il me semble que sur les anticipations, il y a une capacité à être surpris, et j'aurais envie de dire négativement surpris. Je mêle cela avec des petits indicateurs qui rendent un peu prudent sur le comportement des marchés. Tout ça mis ensemble, alors je serais plutôt d'accord sur l'idée que sur les actions, ça baisserait devant, que ça ne m'étonnerait pas trop. Après, on reste quand même dans un espèce d'entre-deux, on en a discuté, et on voit bien les positions un peu différentes. Celui qui a envie de rester constructif, il trouve des éléments encore pour se rassurer et rester constructif et profiter encore du voyage sur les marchés. Celui qui a envie de se focaliser sur la destination, qui sera à un moment un épisode récessif, il a là aussi tous les arguments pour se focaliser sur ce point-là spécifiquement. Comment on gère ça dans les portefeuilles ou dans les stratégies d'investissement, Vincent? Aussi, il faut être pragmatique quand même. Non, je dois dire que les investisseurs, globalement, ont été surpris par la bonne performance des actions cette année, notamment les gestions actives. On s'aperçoit que beaucoup de gérants sont restés sous-pondérés, plutôt négatifs, trop négatifs. Mais en face de ça, on a eu un mouvement d'achat de la part des fonds systématiques. Donc là, on a une dichotomie très claire dans les comportements, avec un comportement défensif sur les gestions actives et par contre des achats venant des fonds systématiques qui s'expliquent en partie par le fait que la volatilité action est très basse, faible. Par rapport à la volatilité taux. La volatilité taux est très active et notamment sur tout ce qui est fonds de risk parity. Cette faible volatilité relative sur les actions pousse à des achats d'actions et ça a contribué à cette performance quand même meilleure qu'attendue sur les actions cette année. Alors, est-ce que ça va se retourner? C'est possible, je pense, notamment
paradoxalement, si on venait à avoir des bonnes nouvelles sur le plafond de la dette aux États-Unis, on aurait passé, je dirais, une étape importante, un facteur d'incertitude très important qui pourrait faire baisser la volatilité sur les taux. Et de ce fait, inciter ces fonds systématiques à rebalancer les obligations. Donc ça, c'est un point à suivre. L'autre implication un petit peu paradoxale d'un accord sur le plafond de la dette, c'est que une fois que le département du Trésor américain est en position pour émettre de la dette de nouveau, eh bien son compte, alors c'est un peu technique, mais son compte de cash à la Fed va gonfler et ça va impliquer que la liquidité sort du marché pour se trouver bloquée à la Fed. Donc c'est un choc négatif de liquidité et on sait que ces chocs de liquidité ont un impact important sur les actifs risqués. Donc je pense que paradoxalement, une bonne nouvelle sur le plafond de la dette pourrait être un signal de, voilà, il faut vendre la bonne nouvelle parce que de toute façon, elle était plus ou moins anticipée. Je ne crois pas que le marché s'attende à une catastrophe, soit positionné pour une catastrophe. Et donc même si on a un accord, paradoxalement, ça pourrait générer une correction sur les actions. Oui, le CDS américain à 1 an, c'est pas le marché. C'est un aspect du marché, c'est ça que vous voulez dire, le Vincent. CDS américain ou les T-bills Ouais. de court terme. Il faut savoir qu'il y a certains acteurs qui sont obligés de se couvrir par rapport à ce risque et donc ça fait gonfler ce CDS, mais on n'observe pas ce pessimisme globalement sur le marché. C'est vrai que le CDS est plus élevé qu'il n'était en 2011 lors de la crise sévère sur le plafond de la dette et le rating américain, mais sur l'ensemble du marché, je ne crois pas du tout que le marché soit positionné pour un scénario négatif. Sur l'aspect liquidité, ce que vous disiez est important parce que effectivement, une fois que le plafond de la dette aura été relevé, la Fed va pouvoir réémettre pour des milliards et des dizaines de milliards de bons du Trésor, Vincent. Et vous dites, tout le paradoxe, c'est que cet argent va conduire à un drain de liquidité, à un assèchement de la liquidité de marché. Oui, parce que le Trésor américain va se retrouver avec tout ce cash qui ne sera pas immédiatement prêt à être dépensé et donc il va être parqué à la Fed, ce qui implique un retrait de liquidité du marché. Il y a un autre choc de liquidité qui se profile, c'est le TLTRO, le remboursement des TLTRO en Europe auprès de la BCE. Donc les banques qui ont beaucoup emprunté auprès de la BCE font face à un remboursement très important fin juin, le 28 juin. Et ça impliquera également une forte baisse du bilan de la BCE et donc également un choc négatif de liquidité. Et la BCE, à ce stade, n'a pas jugé opportun encore, en tout cas, d'annoncer ou de mettre en place des mesures peut-être de liquidité spécifiques pour les banques à nouveau. C'est pas le sujet aujourd'hui. Elle a des outils, le cas échéant, mais au contraire, la BCE a annoncé qu'elle se tenait à son plan, à savoir qu'à partir du mois de juillet, il n'y aura plus de réinvestissement sur les papiers qui arrivent à maturité. Et donc, aujourd'hui, ça a un impact négatif d'environ 15 milliards par mois sur le bilan de la BCE. À partir de juillet, on sera plutôt à 30 milliards. Donc, il y aura un effet supplémentaire de choc négatif sur la liquidité. Hervé, plafond de la dette, vous en avez vu des plafonds de la dette, enfin des négociations et des dramas autour du plafond. Non, mais on en a tous vécu quelques-uns, mais est-ce que cette fois c'est différent ou pas, Hervé? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans un monde qui est multipolarisé aujourd'hui, où le dollar, alors certes, n'a pas d'alternative face à lui, mais peut être de plus en plus décrié, soulever de plus en plus de défiance vis-à-vis de certaines zones économiques dans le monde aujourd'hui. Alors, si on reste dans l'espace américain, ce qui change, c'est l'environnement politique qui est antagoniste comme jamais. Il y a des séries qui essaient de suivre l'antagonisme américain. Elles valent ce qu'elles valent. Mais en fait, aujourd'hui, l'antagonisme américain serait au plus haut depuis la décennie qui a suivi la guerre de sécession. Quand on parle d'un climat de guerre civile aux États-Unis, c'est pas innocent. La référence historique, c'est la sécession américaine, quoi. Il y a quand même il y a un dysfonctionnement de la démocratie américaine qui est grave. Donc en fait, à ce titre-là, trouver des compromis, c'est simplement plus compliqué. Alors, le plafond de la dette, tout au moins le shutdown, c'est-à-dire l'incapacité du Trésor à financer ses activités, en fait, ça peut être juridique ou financier.
C'est-à-dire, c'est juridique, les lois budgétaires n'ont pas été votées, et dans ce cas-là, on n'a pas les moyens de donner de l'argent aux différents départements. Et donc, ça s'arrête. On ferme les administrations. Ça, c'était très fréquent sous l'ère Obama, sous les mandats Obama. C'était très fréquent parce que les lois de dépenses budgétaires n'étaient pas votées. C'est quelque chose que l'on connaît. Après, il y a l'aspect financier, c'est-à-dire il y a un plafond de la dette et puis on ne s'accorde pas sur l'augmentation du plafond de la dette. Ça ne s'est jamais produit. On a toujours trouvé le moyen d'augmenter le plafond de la dette avant qu'on ne puisse plus mettre d'argent sur la table. Donc, on est en train de vivre à la fois un moment où on se dit il y a déjà eu des shutdowns, on connaît. Et puis, si jamais on va au blocage parce qu'on n'a pas augmenté le plafond de la dette, ça sera nouveau. Et je pense que ce caractère original fait écho à l'antagonisme que l'on connaît aujourd'hui. Donc je pense qu'il n'y a peut-être pas la prise de conscience sur le marché que l'on vit un moment un peu exceptionnel, mais en fait, il est bien un peu exceptionnel. Par le passé, on n'a pas connu ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plutôt un certain calme sur le marché, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un contresens, en fait. On parle de shutdown, mais en fait, ça ne serait pas un shutdown. Ça serait vraiment une incapacité à honorer ses factures. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est embêtant dans un contexte international où tout de même, depuis les administrations Obama et Trump, il y a quand même un rôle des États-Unis sur la scène mondiale qui est vu comme moins habile qu'il n'a pu l'être par le passé. Alors, il n'y a pas à dramatiser. Le plus probable, c'est qu'on s'entende. Alors, on va s'entendre, à mon avis, sur le minimum, c'est-à-dire qu'on va avoir un relèvement qui permettra de faire repartir l'activité pour quelques mois. Mais je pense que la question de fond demeure, parce que, pour finir, en gros, pour remettre de l'ordre dans les comptes publics, les démocrates disent qu'il faut augmenter les impôts. Ils demandent 3 500 milliards d'augmentation d'impôts à l'horizon 10 ans. Ce à quoi les républicains répondent « Mais non, il faut réduire les dépenses de 5 000 milliards. » Ça s'appelle de l'antagonisme. Oui, et si la vérité était au milieu, c'est le but, c'est le sujet du compromis. Bon, ça vous intéresse ou pas le plafond de la dette, Alain? Non? Ouais. Disons, je pense que les Américains sont pragmatiques. Ils n'accepteront jamais d'être en défaut vis-à-vis du reste du monde. C'est une question de crédibilité. Donc je pense que le business et le réalisme, contrairement peut-être à certains pays en Europe, l'emporteront. C'est normal. Les stratégies. Effectivement, beaucoup demandent ou appellent la classe politique américaine. Faites sauter définitivement une bonne fois pour toutes cette question du plafond de la dette. Bon. Ça permet de se plonger un peu dans le débat politique des finances publiques régulièrement. Bon, on en parle quand même de la question de la dette et du déficit en Europe. Il n'y a pas ce plafond, mais il y a un cadre budgétaire, il y a des contraintes. On est en pleine discussion sur ces sujets-là quand même, non? Oui, mais après, il y a une question de crédibilité. C'est la première souche de dette mondiale s'ils n'honorent pas leur... Enfin, c'est inenvisageable par rapport au système. Ils le savent très bien. Même sans aller jusqu'à un événement de crédit au sens financier du terme, si l'administration américaine ou si le Trésor américain n'est même plus capable d'honorer certaines de ses factures domestiques, ce serait une tâche sur la signature américaine? Ça, ils l'ont déjà fait. S'ils ne payent pas leurs fonctionnaires, c'est pas nouveau. Enfin, ils l'ont déjà fait. Non. Ce qui compte, c'est que celui qui détient la dette, il soit payé. Alors, sinon, ça, c'est un vrai événement de crédit. Une boîte qui honore ses créances, si elle ne paye pas ses fournisseurs, on ne citera personne. Non. C'est des choses qui existent. Et voilà, ce qui compte, c'est que les bondholders soient honorés. Et ça, je pense qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas le faire. Il y a une hiérarchie quand même dans le défaut entre ne pas rembourser un bills monétaire à un mois et ne pas rembourser de la dette plus long terme. C'est pas la même histoire ou au final, pour l'image du dollar et de la signature américaine, ce serait le même... Non, dans le cas extrême... il mettrait en place des priorités, effectivement, et je pense que la priorité serait de payer la dette courte et longue avant de payer certains créanciers ou employés, effectivement. C'est inimaginable qu'ils ne payent pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le marché trop cher. Ne l'imagine pas vraiment. Bon, on suivra ça entre le 1er, le 2, le 8 juin. Voilà, c'est dans cette zone-là que les choses se joueront ou seront peut-être résolues d'ici là. On va en reparler dans un instant dans le quart d'heure, le dernier quart d'heure de Smart Bourse qui sera notre quart d'heure américain ce soir. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Vincent Chéniol, directeur de la recherche de Generali Investments, aux côtés d'Hervé Goulet-Kerr, conseiller économique d'Accuracy, et de Alain Dubrul, le directeur de la gestion de Claresco.
Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et nous retrouvons ce soir notre correspondant américain. Petit décalage pour ce quart d'heure américain. Mais le sujet reste évidemment le même, celui du plafond de la dette, avec des négociations toujours en cours à Washington. Et notre correspondant américain que nous retrouvons en visioconférence, Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. On a un peu chauffé le terrain, préparé la place avec les invités juste avant sur la question du plafond de la dette. Ce qui est intéressant aussi de regarder, un des angles d'attaque intéressants, Pierre-Yves, c'est de regarder quelles sont les alternatives possibles qui permettraient de contourner peut-être à un moment cette histoire et cet horizon du plafond de la dette aux États-Unis, dans un contexte peut-être un peu différent, avec un calendrier très resserré, une classe politique hyper polarisée, etc. C'est vrai que du coup réapparaissent des idées un peu alternatives qui permettraient peut-être d'enjamber ou de contourner ce problème du plafond de la dette. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces solutions alternatives dont on parle régulièrement dans le débat, Pierre-Yves ? Alors, Greg, jusqu'à présent, ces solutions ont été écartées. Bill Clinton avait conseillé à Barack Obama en 2013 d'invoquer le 14e amendement. Barack Obama avait refusé de le faire. On parle beaucoup du 14e amendement à nouveau. Nous allons en parler ensemble maintenant. Une lettre a été envoyée par une cinquantaine d'élus démocrates de la Chambre, une bonne douzaine également de démocrates côté Sénat, encouragent le président Biden à invoquer le 14e amendement qui dit quoi ? Il a été adopté après la guerre de sécession en 1865 et il dit la validité de la dette des États-Unis, de la dette fédérale des États-Unis ne sera pas remise en question. Alors, la théorie derrière le recours à cet article serait de dire il s'agit de payer les dettes de l'oncle Sam telles qu'elles ont été, telles qu'elles correspondent à des dépenses qui ont été votées par le Congrès. Et que dans ces conditions-là, le plafond de la dette devient caduc, car il est plus important de respecter la Constitution et de passer outre une loi sur le plafond de la dette qui n'a pas de sens et qui probablement serait même anticonstitutionnelle. Le plafond de la dette a été instauré au moment où les États-Unis entraient dans la Première Guerre mondiale et avaient besoin de lever des capitaux pour financer la guerre. Et plutôt que pour le Trésor d'aller régulièrement voir le Congrès en lui disant « nous allons émettre des obligations pour X millions » à l'époque, il fallait un vote du Congrès. Le Congrès a dit « on va gagner du temps, on va simplifier les choses, on va fixer un plafond et comme ça vous viendrez... non pas tous les 3 mois, mais tous les 10 ans. Le problème, c'est que la dette publique américaine s'est envolée et que cet exercice de relèvement du plafond de la dette est maintenant devenu incontournable. Pour autant, il ne relève pas de la Constitution, il relève d'une loi. Et si on peut effectivement invalider la constitutionnalité du plafond de la dette, à ce moment-là, tous nos problèmes seraient résolus. Eh bien non. Malheureusement, il ne serait pas résolu. Il serait résolu peut-être à très très court terme parce qu'on pourrait dire effectivement Joe Biden ordonne au Trésor d'émettre du papier à nouveau au-delà du stock légal qui aujourd'hui est de 31 000 milliards 400 millions. Est-ce que le marché va accepter ce nouveau papier américain ? Sachant qu'un point d'interrogation va se poser sur la constitutionnalité, sur la légalité de ce papier. Probablement, une prime sera demandée par les investisseurs pour accepter ce papier, le temps que la constitutionnalité de la question soit tranchée. Qui va saisir la Cour suprême ? Personne ne sait d'ailleurs qui a intérêt pour agir dans cette affaire. Il y a une grosse incertitude là-dessus. Combien de temps la Cour suprême va-t-elle prendre avant de trancher cette question fondamentale ? Probablement trop longtemps. Trop longtemps parce qu'il faut continuer à négocier. On ne peut pas attendre que la Cour suprême tranche pendant un mois, même une semaine. Et que se passera-t-il si la Cour suprême est saisie de cette affaire ? Bien, immédiatement au Congrès, on va dire c'est un coup d'État. C'est un coup d'État du président Biden qui passe outre la volonté du Congrès. Donc loin de forcer un compromis bipartite, recourir à cet amendement constitutionnel en tant que solution pour contourner et invalider une fois pour toutes le plafond de la dette va aggraver la guerre civile qui fait rage à Washington et ne résoudra rien.
Alors, il est intéressant de voir que aussi l'argument du plafond du 14e amendement peut se retourner contre ceux qui prétendent que c'est la solution. Pourquoi ? Parce que on peut très bien imaginer, et nos invités ont évoqué cette possibilité, que, mettons le 1er juin ou le 2 juin, le Trésor dise « Ah, je ne peux pas payer toutes mes factures. Alors, je vais payer certaines de mes factures. » Et la Constitution m'oblige, le 14e amendement, à payer d'abord la dette publique fédérale. C'est-à-dire qu'il va falloir d'abord donner l'argent aux Chinois plutôt que de donner aux anciens combattants, aux veuves et aux orphelins pour financer les programmes de santé américains. Vous imaginez la catastrophe politique pour la Maison-Blanche et pour le Trésor américain d'être obligé de payer les intérêts des méchants banquiers et des méchants Chinois, puisque les Chinois sont accusés de tous les maux, plutôt que de donner l'argent public à ceux qui le méritent, les retraités américains. Donc on rentre non seulement d'un point de vue constitutionnel, mais d'un point de vue politique, dans une stratégie de priorisation, comme on dit pour ça en français, qui devient insoluble. Il faut absolument trouver un compromis et éviter de remettre en question ce système absurde, peut-être, mais qui existe en tout cas pour le moment. Et je pense que Joe Biden regrette beaucoup que le relèvement du plafond de la dette n'ait pas pu être fait au moment de ce qu'on appelle le lame duck session, c'est-à-dire par le Congrès qui reste en session après les élections législatives de novembre et jusqu'à Noël en gros. À ce moment-là, les démocrates avaient plus de leviers pour le faire. Ça n'a pas pu être fait. Dans les alternatives, alors un peu structurées, il y a cette histoire de la pièce de platine qui revient aussi régulièrement, Pierre-Yves. Bon. Alors ça, c'est le gros gag. Hein. Je crois que personne ne prend vraiment ça au sérieux. Il faut savoir qu'à chaque fois, alors je ne prétends pas être un constitutionnaliste, mais à chaque fois qu'on a demandé à la Cour suprême si on pouvait faire rentrer un éléphant dans un trou de souris, ce qui est l'expression même de la jurisprudence de la Cour suprême a dit non. On ne peut pas utiliser une argutie technique qui permettrait effectivement au Trésor de créer une pièce en platine, de décider qu'elle vaut 10 000 milliards et de forcer la Réserve fédérale à l'acheter pour tout d'un coup avoir 10 000 milliards avec lesquels on pourrait jouer. C'est peut-être légalement imaginable, mais il est très vraisemblable que la constitutionnalité de ce système soit invalidée par la Cour suprême. Il faudra trouver une autre méthode, peut-être demander à la Réserve fédérale tout simplement d'acheter les obligations du Trésor qui vont tomber en défaut. Attention, on n'est pas en situation de cross-default. C'est-à-dire que si le 1er juin, un détenteur d'une obligation du Trésor américain ne voit pas son intérêt payé, ça ne veut pas dire que tous les autres détenteurs d'autres obligations de maturité différentes vont se trouver aussi en défaut. Bien sûr. Non. Mais la tâche serait quand même bien présente de ce point de vue-là. Donc, il faut bien s'en remettre à la négociation désormais, à nouveau, toujours, Pierre. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la structure de la négociation, on parle beaucoup de la polarisation de la vie politique américaine, démocrates, républicains à couteau tiré, bien sûr, mais cette polarisation, elle existe au sein même des deux partis, démocrates et républicains. Ça donne un jeu de négociation à plusieurs bandes, c'est le principe, et on n'est pas étonné de voir ça dans le schéma politique américain, mais ça prend une dimension encore plus importante là, en 2023, avec cette question du plafond de la dette. En fait, les républicains négocient avec leurs interlocuteurs à la Maison-Blanche, mais ils savent en filigrane qu'ils ne peuvent accepter les termes d'un compromis qui sera lui-même validé par la droite populiste du Parti républicain. D'où l'intérêt de renverser la table de temps en temps, de dire ça ne va pas du tout, les négociations ne profitent pas, parce que quand, in fine, on aboutira à un compromis, on pourra dire, vous vous souvenez, il a fallu que je me mette en colère tout rouge et que je renverse la table pour qu'on en arrive là. Suivez-moi, je n'aurais pas pu faire mieux. Il y a un équilibre subtil à trouver entre la menace de quitter la salle et l'importance de rester dans la salle pour continuer de négocier, parce que les républicains et les négociateurs républicains ne contrôlent pas, il n'y a pas de discipline de parti. C'est un petit peu
dans une moindre mesure. C'est un petit peu la même chose du côté démocrate. Joe Biden a une grande latitude pour faire des concessions, mais il sait que certains à gauche de son parti, parmi les élus à gauche, tant à la Chambre du Sénat, sont déjà mécontents parce qu'il est revenu de fait sur une de ses grandes promesses qui était de ne jamais négocier avec le pistolet sur la tempe, de ne jamais négocier de réduction ou de gel des dépenses publiques et de recul ou de réduction des dépenses sociales avec la menace du défaut du Trésor dessus. Il avait dit « je ne le ferai jamais », il l'a dit encore il y a 15 jours, et pourtant, de facto, c'est ce qu'il fait. Et la gauche est très mécontente qu'il se soit trouvé dans cette situation-là. En tout cas, elle affiche de l'être. Une fois qu'on a dit ça, Pierre-Yves, est-ce qu'il y a une raison que un compromis ou le compromis puisse être trouvé avant la dernière seconde, de la dernière minute, de la 11e heure, de la date fatidique ? Moi, je suis un petit peu déçu de voir qu'il n'y a pas de forte personnalité à la Maison-Blanche pour négocier face à M. Kevin McCarthy. Les proches collaborateurs de Joe Biden et Joe Biden lui-même sont face à Kevin McCarthy et j'aurais préféré pour la Maison-Blanche et pour l'administration Biden qu'on ait une figure très forte et politiquement très expérimentée dans les négociations avec le Capitole, occupant le poste de secrétaire au Trésor. Janet Yellen n'est pas dans la négociation. Et Janet Yellen est une économiste très respectée, mais elle n'est pas dans l'équation. Et je pense que si on avait un James Baker, par exemple, ou l'équivalent démocrate d'un James Baker ou d'un Hank Paulson, qui était le républicain pendant la crise de 2008, on n'en serait probablement pas là. Et je pense que c'est un handicap pour l'équipe de Joe Biden. Ouais. Il manque une personne clé, effectivement, côté Maison-Blanche pour assumer et assurer le déroulé de ces négociations qui se poursuivent. J'imagine qu'il y a des sessions de rencontres qui sont encore prévues là aujourd'hui, dans les prochaines heures et les prochains jours, Pierre. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe dans cette négociation. On n'est pas en mesure de dire, voilà, il y avait 5 gros points à régler, on en a réglé un, il en reste 4. En fait, les 5 points seront probablement liés jusqu'au dernier moment. On négocie sur les dépenses publiques, d'ailleurs, les dépenses publiques aujourd'hui, mais sur un calendrier de 10 ans, avec une progression. On négocie aussi sur la taille du relèvement du plafond. Les Républicains voudraient qu'on relève de très très peu, de manière à ce que la question se repose juste avant les élections présidentielles. Donc c'est du billard à 15 bandes. Merci beaucoup de nous aider à suivre ce sujet du plafond de la dette et ces négociations en cours. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque semaine, le quart d'heure américain de Smart Bourse. Historiquement, traditionnellement, le lundi 17h45, exceptionnellement cette semaine, ce mardi à 17h45, quart d'heure américain que vous retrouvez bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct.